fait qu'il faut réparer sans arrêt. C'est les écubiers qui ne prennent pas le choix du matériel. C'est quand qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait les resserrer les mailles pour... C'était quand il y avait les flèches? Alors oui, il va t'expliquer tout ça. Et oui, ils s'en sont rendus compte quand quand ils tombaient tous sur le champ de bataille. Voilà. C'est facile. Là, il y a un problème, il va falloir faire quelque chose. Donc voilà, j'ai terminé. Ça commence à peser après. Tout simplement, c'est que au départ, dans la maille, on avait ce qu'on appelle la 4 en 1. Donc chaque anneau est repris 4 fois. On a 3 tailles différentes, du 6, du 8 ou du 10 mm pour les anneaux. Donc là, on a du 10. Là, on a du 8. Le 8, c'est la taille générale. Parce que il y a une question de poids. Plus c'est petit, plus il y a de poids. Par contre, plus c'est grand, moins il y a de poids, moins ça protège. Au départ, les archers, c'était les flèches qu'ils avaient. Donc dans une 4 en 1, ça cassait, ça blessait, mais sans plus. Donc les archers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a fallu qu'ils trouvent autre chose. Et ils ont trouvé cette pointe, qui est le perce-maille. Et là, le perce-maille, il rentre, il casse et tue. Donc les aubergers ont dit, bon, il va falloir qu'on trouve une autre chose. Et on a fabriqué la 6 en 1. Donc la 6 en 1, elle a une maille beaucoup plus serrée. Et là, les pointes de flèche, elle rentre avec beaucoup de mal. Par contre, bien sûr, beaucoup plus d'anneaux, donc plus de poids, et puis plus cher. Parce que on revient toujours à la même chose, il y a une notion de prix. Savoir qu'un Aubert que j'ai là-bas, que je l'ai ramené là, comme celui-ci. Voilà. La côte de maille. Un Aubert comme celui coûte le prix d'un cheval de guerre au XIIe siècle. Alors, c'est sûr que ça ne dit pas grand-chose. Si on prendrait une relation entre le XIIe siècle et aujourd'hui, ça équivaudrait à acheter une maison de 400 000 €. Oui, quand même. Donc un chevalier doit s'acheter le cheval, donc une maison, et l'Aubert, une deuxième maison. Donc ils n'étaient pas tous extrêmement riches. Donc bien sûr, ils levaient les impôts sur le peuple, ça c'est certain, mais le reste, il fallait le trouver. Donc c'est pour ça qu'il y avait énormément de guérillas, parce qu'on allait piquer chez le voisin ce qu'on n'avait pas, pour pouvoir aller au combat. Et voilà, on allait piquer les fermiers et ainsi de suite pour les rançonner, et voilà. Ensuite, ça ne suffisait pas, donc sont nées les joutes. Les joutes sont nées pour que les chevaliers puissent ou gagner de l'armure sur celui qu'ils avaient vaincu, ou toucher donc de l'argent. Parce qu'il y avait une mise au départ pour s'inscrire et tout, et celui qui gagnait recevait le pactole. Il faut savoir qu'au XIIe siècle, au XIIIe ou XIVe, quand le seigneur appelait ses vassaux à faire une guerre, c'était un honneur d'y aller, et ne pouvaient y aller que s'ils étaient totalement équipés. Ils ne pouvaient pas y aller autrement. Donc, ne pas y aller, c'était un déshonneur, donc il fallait absolument... Coûte que coûte, à n'importe quel prix. Voilà, donc voilà, Payer, soit être riche, soit voilà. Voilà. Il y avait, Après, pour les plus fortunés, donc il y avait la 6 en 1 pour mieux être protégé, et ensuite on avait la 8 en 1 qui est la même que la 4 en 1 mais doublée. Qu'on appelait surtout la royale parce que le double du poids et le double du prix. Donc, un Aubert comme celui-ci pèse 23 kg. Donc ici, 46 kg. Impossible à se battre. Donc c'est pour ça royal, parce qu'il y avait que le roi qui pouvait se le permettre, puisqu'il était à l'arrière, et puis lui il regardait. Ensuite on a ici, ça c'était des mailles européennes. Ici on a une 6 en 1, la même que celle-là, avec un anneau retourné qui lui donne ce dessin particulier, et qui est une maille perse. Et ensuite on avait la dernière maille, qui est celle-ci, et qui est la maille japonaise. Alors japonaise, toute l'Asie, les Mongols et ainsi de suite. Alors on va dire, celle-ci elle ne sert pas à grand chose. Alors, dans les pays d'Asie, la première protection, c'est la cuirasse. Ils ont une cuirasse en cuir très épaisse qui sert de protection. Celle-ci, la maille, sert de deuxième protection, surtout pour le corps à corps. Alors qu'en Europe, nous, on a un gambison, donc ces vêtements matelassés qui sont pendus là-bas, qui sert simplement pour la chaleur. Là, elle était au chaud. Si vous la touchez, vous allez voir que le fer est très chaud. Si elle est au froid, le fer est très froid. Donc c'est pour protéger la peau. Et si je mets un anneau sur la peau et que je tape, je l'estampille sur la peau. Donc ça protège que pour ça. La vraie protection, c'est la maille. Donc, il faut savoir que la maille, donc, elle était au IVe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à 800 avant Jésus-Christ.
époque romaine, jusqu'à 800 après Jésus-Christ, la plaque. Ensuite, elle redisparaît pour revenir, on revient à la maille. Jusqu'en 1350. À partir de 1350, on commence à avoir de la maille, plus des morceaux de plaque pour protéger les articulations, les coudes, les épaules et les genoux. 1360, la maille, ouais. 1360, la maille redisparaît et on revient à la plaque en totalité. Une armure, la cotte de maille est une armure. La plaque est une armure. C'est pas la cotte de maille et l'armure. L'armure, c'est la défense. D'accord? Donc on a ou la maille ou la plaque. Jamais les deux ensemble. Très bien. Si vous avez d'autres questions. Oui, vous pouvez expliquer les ressorts, là, à quoi ça sert et comment ça marche? Alors, les ressorts, à quoi ça sert et comment ça marche? Donc, pour monter une maille, ben, évidemment, il faut des anneaux. Hein, c'est tout bête. Hein. Donc, on a du fil de fer. Donc, ce fil de fer, on choisit, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des anneaux de plusieurs diamètres. Donc, on choisit une barre de fer du diamètre qu'on a besoin. On enroule ce fil de fer autour de cette barre. Et on obtient à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ le ressort. Qui n'a d'autre utilité que de fabriquer des anneaux. Qui nous rendra vachement de service après. Donc on coupe chaque spire et on obtient notre anneau. Anneau que l'on ouvre. Et ensuite on le monte suivant la maille que je veux faire, une 6 en 1, une 8 en 1, ou là je suis en train de faire un Aubert 4 en 1. Donc je monte mon anneau et je le resserre et je fais mes rangs. Voilà. Il vous faut combien de temps pour faire... Alors pour faire un Aubert comme celui-ci, il fallait 140 heures pour le montage de l'Aubert. Ensuite il faut fabriquer les anneaux. Dans ce Aubert, comme il est là, il y a 27 000 anneaux. Alors au XIIe siècle, l'aubergier monte la maille, la femme et les enfants fabriquent les anneaux. Une armure complète, en plaque complète. On va dire 140 heures, c'est énorme. Non, parce que au XIIe siècle, tout le Moyen-Âge, il n'y a pas de notion de temps. Le temps, on s'en fout royalement. On se lève avec le soleil, on se couche avec le soleil. Le reste du temps, on bosse. Voilà. Il y a une notion de travail bien fait. C'est tout ce qui prime. On va prendre un exemple. Chaque année, en début d'année, est nommé un maître dans tous les métiers. Donc on va prendre par exemple le boulanger. Donc est nommé au début de l'année le maître des boulangers qui a pour but de tourner dans son secteur géographique et d'aller vérifier les boulangeries. Il faut savoir que, pas comme aujourd'hui, vous faites 300 mètres, vous avez trouvé 42 boulangeries. À l'époque, chaque village avait un auberger, un maréchal ferrant, un boulanger, un boucher. Il y avait un seul commerce de chaque type. Il n'y avait pas de concurrence. Donc, il arrive chez ce boulanger, il regarde dans les étals et il trouve du pain qui est brûlé. 3 sous dans l'ordre. Ça, 3 fois. À la 4e fois, fermé. Il peut changer de métier. Il ne fera plus boulanger. Et on en a un nouveau boulanger. Une armure en plaque. Exactement, pour l'apprentissage. À partir de 7 ans, les enfants partent à l'apprentissage. Donc on choisit les métiers pour eux. Et apprennent l'apprentissage. Exactement de la même manière, si l'apprenti apprend mal son métier, 3 sous d'amende. 3 fois, la 4e, il est renvoyé de ses foyers. Il peut choisir un autre métier. Et l'apprentissage dure 12 années. Autre chose d'avantageux, c'est qu'au XIIe siècle, il y a quand même 190 jours fériés. Alors on a perdu un wagon. Hein. On s'est fait avoir, ouais. Alors on a perdu un wagon. Hein. On a fait la révolution, mais on n'a pas tout gagné.